Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 16 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez en direct de l'Île-de-France. Pour commencer, nous aborderons les multiples vulnérabilités découvertes dans les produits Splunk avec des risques majeurs pour la sécurité des systèmes. Nous détaillerons les mesures correctives essentielles à leur mise en place. Ensuite, nous ferons attention à une nouvelle escroquerie à base d'IA qui cible les utilisateurs de Gmail. Vous découvrirez comment cette arnaque sophistiquée fonctionne et les signes à repérer pour ne pas se faire piéger. Nous parlerons également de l'activité du groupe UAC-0050, un acteur de la cybercriminalité en Ukraine qui mène des attaques mêlant espionnage, vol financier et opérations psychologiques. Enfin, nous rendrons hommage à Howard Christensen, un pionnier de l'informatique et co-créateur du premier système de BBS, retour sur son héritage et son impact sur le monde numérique. Je vous propose de vous parler de l'une des cybermenaces persistantes suivies par le CERT-UA, l'équipe gouvernementale de réponse à incidents qui a publié un article extrêmement intéressant sur son site. Depuis plusieurs années, l'activité du groupe UAC-0050 est étroitement surveillée. Selon les informations recueillies lors des analyses de diverses cyberattaques, nous savons que ce groupe est impliqué dans plusieurs types d'activités malveillantes. Le vol d'informations, donc c'est du pur cyberespionnage, le vol de fonds financiers, ça cible aussi bien les entreprises que les particuliers, les opérations d'information de psychologie menant sous le nom de Fire Sales Group. Entre septembre et octobre 2024, UAC-0050 a tenté au moins 30 fois de voler des fonds en accédant de manière non autorisée aux ordinateurs de comptables à travers des logiciels étatiques que sont Remcos et Technocnitrims. Ce groupe a manipulé les systèmes bancaires à distance pour falsifier des paiements financiers. Donc ce sont des montants de transactions qui vont varier de dizaines de milliers à plusieurs millions de hryvnia, c'est la monnaie ukrainienne, et ces vols peuvent être effectués en seulement quelques heures après l'infection initiale du système. Mais depuis 2013, il y a deux groupes principaux que sont UAC-0006 et UAC-0050. Ils sont impliqués dans ce genre d'opération. Il est également important de noter que dans la majorité des cas, les fonds volés sont convertis en crypto-monnaies qui rendent leur traçabilité plus complexe. Il faut savoir que les services de cybersécurité, comme les sociétés, ont des noms. Dans le cas si on prend le cas de Mendiant, c'était APT. Si on prend le cas de Kaspersky, on va appeler ça type Cozybar, où ils mettent des noms d'animaux. Pour le cas de l'Ukraine, c'est UA. Donc ça, c'est les initiales du pays. C, au niveau cyber. Et après, ils ont commencé avec ce qu'on appelle 5 chiffres. Donc c'est intéressant dans ces groupes, c'est qu'ils ont une capacité de financer leurs propres opérations criminelles. Ils intensifient leurs attaques. Ils acquièrent des logiciels légalement, parce que grâce aux fonds qu'ils ont réussi à voler, ils vont se mettre à acheter tous les logiciels comptables qui sont utilisés aussi bien en Ukraine que dans d'autres pays. En parallèle, ce groupe est également impliqué dans des opérations d'information et de psychologie, c'est-à-dire ils vont faire la diffusion de fausses alertes à la bombe, des menaces de violence physique. Ces actions menées sous le nom de Fire Sales Group visent à perturber et à désinformer le public. Pour se protéger de ces cybermenaces, il est vivement recommandé aux clients des institutions financières d'adopter des méthodes techniques pour vérifier les transactions comme l'authentification à 2 facteurs via une application mobile. Enfin, notez qu'au cours du mois de septembre et d'octobre 2024, UAC-0050 a mené plus de 15 cyberattaques, toujours d'après le CERT ukrainien. Je vous recommande fortement de lire cet article. Alors, il est en ukrainien. Utilisez des outils de translation automatique, mais surtout, il y a tous les TTPs ainsi que les IOC connus sur ce groupe criminel. De multiples vulnérabilités dans les produits Splunk ont été récemment découvertes et détaillées dans 12 bulletins de sécurité publiés le 14 octobre 2024. Ces vulnérabilités affectent les versions de Splunk Cloud Platform avec les versions antérieures à la 9.1 2308.208, ainsi que Splunk Enterprise avec des versions antérieures à la 9.1.6, la 9.2.3 et la 9.3.1. Elles couvrent divers types de risques, notamment l'exécution de codes arbitraires à distance, l'atteinte à la confidentialité de données, l'injection de code indirect via des XSS et d'autres types d'attaques. En tout, c'est 50 CVE qui ont été identifiés dans ces bulletins de sécurité, certaines étant particulièrement critiques. Je vous en propose quelques-unes. La CVE 2023 44 487. Elle est notée comme critique, elle permet l'exécution de code arbitraire à distance. La CVE 2023 45 283, la CVE 2023 45 285, ça implique également des risques d'injection malveillante. Ensuite, on en a une dizaine qui vont de la CVE 2024 45 731 à la CVE 2024 45 741. Il y a une série de vulnérabilités critiques concernant diverses formes d'exécution de code à distance et de types d'attaques à distance. Donc bien entendu, pour mitiger ces risques, il est impératif de se référer au bulletin de sécurité fourni par Splunk, d'appliquer les correctifs, ils existent donc on n'hésite pas. Ces vulnérabilités particulières permettent vraiment de l'exécution de code arbitraire de façon extrêmement facile. Ça nécessite vraiment une intervention rapide de votre part.
Moi, chères auditrices, chers auditeurs, je vous recommande fortement de lire l'avis du CERT-FR. Vous aurez les 50 CVE en une page. Vous avez tous les liens. Je sais ce que vous allez faire aujourd'hui en écoutant cet épisode. Vous allez patcher. ZDNet nous fait plonger dans une nouvelle escroquerie sophistiquée qui cible les utilisateurs de Gmail avec l'utilisation de technologies d'intelligence artificielle pour usurper l'identité de Google et dérober des identifiants. Cette attaque particulièrement pernicieuse repose sur l'envoi de notifications apparemment légitimes et l'utilisation d'une voix artificielle crédible pour créer une interaction authentique. Voici les détails de cette arnaque sophistiquée. On n'est plus du tout dans un film de science-fiction. Aujourd'hui, on disait oui, on peut pas, on limite un peu la voix, tout, mais là, ça passe vraiment bien. Tout commence avec une notification de récupération de compte Gmail. Bien que ces notifications puissent paraître anodines, elles marquent souvent le début de nombreuses tentatives d'hameçonnage. Dans cette attaque, les victimes reçoivent des appels provenant de ce qui semble être un numéro officiel de Google. Une voix automatisée, très réaliste et américaine, informe l'utilisateur d'une activité suspecte sur votre compte Google. Un faux sentiment de sécurité est alors instauré. La base. Car l'attaque inclut même l'envoi d'un email d'apparence officielle émanant soi-disant de Google. Là où cette escroquerie devient particulièrement dangereuse, c'est dans l'utilisation d'une voix d'IA, qui répète des phrases standards pour maintenir une interaction fluide. Si la victime ne démasque pas l'artifice, l'interlocuteur demande rapidement des informations sensibles, comme un code de récupération ou l'accès à un faux portail de connexion. Comment reconnaître cette arnaque ? L'expérience de Sam Mitrovic, expert en solutions Microsoft et victime potentielle, offre quelques signaux d'alerte cruciaux. Une demande de récupération de compte non sollicité. Si vous recevez un appel, il y a quelque chose qui va pas. Google ne contacte pas directement les utilisateurs particuliers. Seules les entreprises bénéficient de ce type d'assistance proactive. Des connexions suspectes, toujours vérifier l'activité récente dans les paramètres de sécurité de Google. Ça, vous n'avez pas besoin de personne pour le voir. Des emails dont les entêtes ne correspondent pas forcément aux adresses officielles de Google. Des appels et adresses email fraudulés identifiables via une recherche inversée. Donc, en un mot, vous recherchez si quelqu'un n'a pas vu, vous faites arnaque le nom de l'adresse email et vous allez voir si ça ressort ou pas. Enfin, l'élément le plus important à retenir est simple. Google ne vous contactera jamais de manière imprévue pour résoudre un problème. Si vous recevez une telle demande, il est essentiel de couper la communication immédiatement et de vérifier par vos propres moyens l'intégrité de votre compte. Bien entendu, la réponse de Google ne s'est pas fait attendre. La firme a récemment, comme annoncé lundi dans notre podcast, annoncé un partenariat avec la Global Anti-Scam Alliance et la DNS Research Federation via le lancement du Global Signal Exchange. Cette initiative vise à renforcer les luttes contre ce type d'escroquerie en ligne. Alors aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour rendre hommage à une figure incontournable de l'histoire de l'informatique. C'est Ward Christensen qui nous a quittés à l'âge de 78 ans. Pour certains d'entre vous que c'est pas de la cyber, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a amené à faire de l'informatique. Ward Christensen, pour moi et pour beaucoup de notre communauté de geeks, est plus qu'un simple pionnier technologique. Il est l'une de ces personnes dont les contributions ont façonné notre manière dont nous vivons et communiquons aujourd'hui. Son œuvre nous rappelle que les grandes révolutions numériques commencent souvent par des simples idées sur une nappe en papier, beaucoup se comprendront, et de passion partagée. En 1978, au milieu d'une tempête de neige à Chicago, Ward et son ami Randy Suess a créé ce qui allait devenir le premier Bulletin Board System. C'était le CBBS. À une époque où Internet n'existait pas encore, cette innovation permettait aux utilisateurs de se connecter, d'échanger des fichiers, des messages ou des idées à travers des lignes téléphoniques cuivre. J'ai des souvenirs de factures de France Télécom, j'avais des mois de salaire qui partaient. C'était une sorte de tableau d'affichage virtuel, donc c'était un écran anti-TY. C'était un espace communautaire où chacun pouvait contribuer. Il y avait une vision qui annonçait l'arrivée des forums en ligne, des blogs ou même des réseaux sociaux. Ward a également développé le protocole X-Modem. C'est ce qui allait permettre d'échanger de fichiers de façon, fiable. Il y avait la vérification du CR. C'est quoi ça n'avait rien à voir avec tout ce qui existait. Il y avait vraiment que les mainframes, et quand c'est arrivé sur des PC, c'était extraordinaire. Cet outil était simple, il était révolutionnaire. Il permettait de transférer des fichiers entre ordinateurs à une époque où tout était à construire. Il faut bien se rendre compte qu'il n'y avait rien. Il a ouvert la voie à des modes de communication qui sont aujourd'hui si évidents mais qui étaient alors d'une grande innovation. Grâce à lui, des millions de passionnés ont pu partager leurs connaissances, collaborer et faire évoluer le monde numérique. Je pense que vous êtes comme moi et que vous avez passé des heures sur des BBS où vous avez eu votre propre BBS. Moi, j'avais un studio et j'avais pratiquement sur les 28 mètres carrés que faisait ce studio à l'époque, j'avais la chance d'avoir 28 mètres carrés. J'avais 20 mètres carrés qui étaient utilisés par un PDP-11. Il fallait changer les disques. Chaque fois que j'allumais l'ordinateur, je faisais disjoncter la moitié de l'immeuble. C'était juste un autre monde, quoi. On doit beaucoup à Ward Christensen. Quelque part, c'est vraiment, c'est un ami qui part. Moi, ce qui m'a toujours touché, chaque fois que j'ai eu la chance de le rencontrer dans les Linux Expos, c'était quelqu'un qui était passionné, qui était d'une humilité. Il a jamais cherché la gloire.
Il a jamais cherché le pognon. C'est vraiment quelque chose qui était incroyable. Ce qui l'animait, c'était le plaisir de s'asseoir, de discuter sur une idée innovante et puis de se dire comment on pouvait écrire le code et se dire allez, on y va, c'est parti. Il a travaillé chez IBM jusqu'à sa retraite en 2012 et toujours avec une discrétion qui vraiment caractérise les vrais pionniers de l'informatique. Donc Ward Christensen nous a quittés, mais son esprit d'innovation et de partage restera pour moi à jamais dans ma mémoire et j'espère que dans la mémoire collective de certains d'entre nous. Mais grâce à lui, nous avons tous un petit peu plus ce sentiment de connexion, de communauté, d'ouverture sur le monde et de partage sans attendre un chèque à la fin du mois. Merci Ward pour tout ce que tu nous as laissé. Ta contribution vient au-delà de la technologie, c'est une véritable inspiration. Repose en paix, mon ami. Et voilà, ce podcast de Radio Cessort du mercredi 16 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions, des sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous, prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Et petite spoiler alerte, la version anglaise est prête. On a fait des tests aujourd'hui, ça pète pas mal quand même. Bon, je me suis fait un petit peu aider par l'IA pour les textes en anglais parce que j'avais besoin d'avoir une bonne traduction. Mais en théorie, je pense que la semaine prochaine, on va avoir un Radio Cessort live. In English, yeah. Mon cher Dico, je vais t'apprendre à parler anglais.